Rebonjour à tous les passionnés de Britannia. Cette vidéo est la deuxième consacrée aux Britto-Romains. Elle reprend les généralités de la première vidéo en les traitant beaucoup plus en détail. Elle se divise en 5 sections qui sont développées par ordre chronologique. En guise d'introduction, la première section traite de Albion et de ses occupants avant l'arrivée de Jules César. C'est la période qui se situe avant -55. La deuxième section traite des 2 raids que mène César sur l'île en -55 et -54 en pleine guerre des Gaules. La troisième section traite de Britannia et des Britto-Romains. C'est la période qui se situe de 43 à 410. La quatrième section traite des âges sombres. C'est la période qui se situe de 410 à 590. La cinquième section traite de la période anglo-saxonne, la période qui se situe de 590 à 1066. Entamons la première section. Albion avant l'arrivée de Jules César. La Bretagne, Britannia en latin, est la province romaine qui du 1er au 5e siècle couvrait une partie de l'île de Grande-Bretagne, correspondant à des territoires qui devinrent par la suite ceux de l'Angleterre, du Pays de Galles et du sud de l'Écosse. La Bretagne ne comprend ni l'Irlande ni les hautes terres de Calédonie, l'actuelle Écosse. On lui donne parfois le nom de Albion, en référence aux habitants de Albe-la-Longue, l'antique rivale de la très jeune Rome du 8e siècle avant Jésus-Christ. Les habitants de Albe-la-Longue sont les descendants de Énée le Troyen, qui avait débarqué dans le Latium après la chute de la ville de Troie. Contexte préhistorique. Les traces de pas de Happisburgh sont la plus ancienne attestation montrant que la vie humaine existait sur la masse terrestre de l'Angleterre. Elle date d'environ 840 000 ans. De -15 000 à -7 000, pendant la dernière période glaciaire, les îles britanniques font partie intégrante du continent européen. Après la fonte des grands glaciers en Europe et la formation du Pas de Calais conséquemment à la disparition du Doggerland, les cultures du néolithique et du bronze ancien se développent avec des communautés d'agriculteurs-éleveurs organisées. Ces communautés procèdent à des cérémonies d'inhumation des défunts. Ils croient en une vie après la mort. Une migration massive survenue depuis le continent autour de -4500 introduit la culture campaniforme dans l'île. La propagation du complexe campaniforme est associée au remplacement d'environ 90% du patrimoine génétique existant. Ceci se fait en quelques centaines d'années. Ces peuples, comme les Windmilliens, honorent leurs ancêtres. Ils ont une religion ou une science théorique, comme en témoignent les monuments mégalithiques. Ils élèvent des bovins, des moutons et des porcs, et ils cultivent le blé. Ils produisent des pointes de flèches en forme de feuilles et des haches en pierre polie. Cette culture a produit des tumulus allongés, les long barrows, des allées cérémonielles, cursus, et des enceintes, henges à fossés étroits au nord de la Tamise et henges à fossés larges au sud. Cette culture aurait fourni les premiers travaux sur le site de Stonehenge. Peu à peu, les rencontres et les échanges avec les peuples continentaux permettent la propagation de l'art du bronze, d'autant plus qu'il y a du cuivre en Irlande et en Écosse et qu'il y a de l'étain dans les Cornouailles et dans le Devon. Les 2 minerais nécessaires pour l'obtention du bronze, que l'on rapporte sur le continent pour la fabrication du bronze. 1.
ainsi des prospecteurs de toute l'Europe viennent dans les îles britanniques, d'où une certaine richesse des peuples présents. Il apparaît de nouveaux villages dans le parc national de Dartmoor et en Cornouailles. On exploite les mines d'étain et de cuivre et un réseau routier se développe. Les frontières sont bien délimitées entre les différents territoires. Les inhumations deviennent individuelles, ce qui est le signe d'une aristocratie naissante. Au premier millénaire avant Jésus-Christ, l'âge du fer se développe. La période de l'Hallstatt, basée sur le bronze qui se développe sur le continent, a quasi été inexistante sur l'île de Bretagne. L'arrivée de l'âge du fer est progressive, grâce à des rencontres marchandes, diplomatiques et matrimoniales avec le continent. Il y a de probables migrations depuis le littoral atlantique du Portugal, depuis les côtes d'Armor et depuis l'Europe du Nord. Venus de cette Europe du Nord, plusieurs peuples belges et frisons auraient ainsi colonisé l'île. La génétique indique une homogénéité dans la lignée masculine dominante, le RU106, entre les Pays-Bas et l'Angleterre, ce qui laisse présumer des échanges entre les deux pays, à tout le moins depuis la protohistoire, cette période qui suit la disparition du Doggerland qui reliait les deux territoires. L'archéologie montre qu'il y avait dès lors une unité culturelle représentée par l'Ahrensbourgien. L'Ahrensbourgien, ou culture d'Ahrensbourg, approximativement de moins 11 200 à 8 800, est une culture épipaléolithique d'Europe du Nord. Elle doit son nom au village d'Ahrensburg, situé à 25 km au nord-est de Hambourg, dans l'état allemand du Schleswig-Holstein, où des flèches en bois de pin, les plus anciennes connues à ce jour, ainsi que des masses de bois, ont été retrouvées. Entrons dans l'histoire. La Bretagne était connue bien avant l'arrivée de Jules César. Elle devait sa notoriété à sa production d'étain. Elle est alors habitée par des populations celtes. L'existence de la Bretagne est mentionnée pour la première fois dans un périple du comptoir grec de Marseille du VIe siècle avant Jésus-Christ sous les noms de Ierne, Her pour l'Irlande, et d'Alien pour la Grande-Bretagne. Peut-être a-t-elle été abordée par l'explorateur carthaginois Himilcon au 5e siècle avant Jésus-Christ. Himilcon, en phénicien Shimilkat, dit le navigateur, serait un navigateur et explorateur carthaginois que l'on croit contemporain d'Amon, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Himilcon serait le premier explorateur connu de la mer Méditerranée à atteindre les côtes du nord-ouest de l'Europe. Il aurait conduit une expédition dans l'océan septentrional, explorant les îles britanniques et les Cassitérides. Les Cassitérides représentent simplement la première connaissance vague des Grecs que l'étain provenait d'outre-mer, quelque part au-delà de l'Europe de l'Ouest. La plus ancienne référence du voyage d'Himilcon est une brève mention dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien. L'Histoire naturelle est une œuvre en prose de 37 livres de Pline l'Ancien qui souhaitait compiler le plus grand nombre possible d'informations et de culture générale indispensables à l'homme romain cultivé. Publiée en 77 du vivant de son ami l'empereur Vespasien, elle est dédiée à son camarade de camp Titus, Pline étant alors un officier de cavalerie. Himilcon est cité 3 fois par Festus Avienus, qui écrivit un récit poétique sur la géographie au IVe siècle, Ora Maritima. Son périple dut avoir lieu vers 450 avant Jésus-Christ environ. Festus Avienus cite comme source Himilcon lui-même et des annales puniques. Il mentionne une île sacrée
qu'il nomme la nation des Hibernes ou l'île des Albions. Le capitaine carthaginois et son équipage, partis de Gadès, l'actuel Cadix, seraient parvenus au pays des Ostrymindes, dont les îles se révèlent riches en étain et en plomb. Le voyage est semé d'embûches, comme des bancs d'algues, des brouillards épais, des hauts et des bas-fonds, et autant de monstres marins personnifiant ces difficultés de navigation. Ce périple reprend sans doute un itinéraire utilisé auparavant par les marins de Tartessos, qui remontaient les côtes de la péninsule ibérique vers le nord pour faire route vers les fameuses îles Cassitérides, les îles de l'étain. Cassiteros signifiant en grec ancien étain. Diverses hypothèses ont été envisagées pour localiser ces îles. Soit disséminées au nord-ouest de l'Espagne actuelle entre Vigo et le Cap Finistère, soit plus au nord vers les côtes britanniques, ce seraient alors les îles Scilly ou archipel des Sorling, soit encore en Armorique dans un golfe aujourd'hui ensablé de l'estuaire de la Loire. Sans vouloir localiser cette île avec précision, il est sans doute plus juste de voir dans le périple d'Imilcon la fameuse route de l'étain, une route qui menait très certainement jusqu'en Cornouailles, aux fins d'attirer vers Gadès le commerce du plomb et de l'étain. La Bretagne a sûrement ensuite été accostée au IVe siècle avant Jésus-Christ par le géographe grec de Marseille Pythéas, qui la désigne comme les îles Prétaniques. Le mot prétare signifie éteint. Toutefois, sa position insulaire à la limite du monde connu fait qu'elle reste une terre de grand mystère, au point que certains auteurs de cette période ancienne ont fait valoir que la Bretagne n'existait pas et qu'ils considéraient le voyage de Pythéas comme un faux. Pythéas, le Massaliote, est un astronome grec considéré comme l'un des plus anciens explorateurs scientifiques ayant laissé une trace dans l'histoire. Être astronome quand on navigue en haute mer, ça aide. Pythéas a effectué un voyage dans les mers du nord de l'Europe vers 325 avant Jésus-Christ, mais son livre de bord, connu dans l'Antiquité, n'a pas survécu. Ce récit s'est maintenant partiellement révélé par les écrits de quelques auteurs, parmi lesquels principalement Strabon, géographe et historien grec, né à Amazé dans le Pont, autour de 60 avant Jésus-Christ, et mort autour de 20 après Jésus-Christ. Et Pline l'Ancien, né en 23 après Jésus-Christ à Novum Comum, dans le nord de l'Italie, et mort en 79 à Stabiès, près de Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve. Pline l'Ancien est écrivain et naturaliste, auteur de la monumentale encyclopédie intitulée Histoire naturelle. Pythéas est le plus ancien des auteurs de l'Antiquité que nous connaissons à avoir décrit notamment les phénomènes polaires, les marées, en évoquant l'île de Thulé, sa description des marées est le texte le plus ancien qui suggère la Lune comme leur cause. Pythéas décrit également le mode de vie des populations du nord de l'Europe. Même si le voyage de Pythéas est un faux, il reste certain que dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, les îles britanniques, riches en or pour l'Irlande et en étain pour la Cornouaille, entretenaient des relations, notamment avec Carthage pour l'étain, car cette ressource était limitée dans le monde méditerranéen, mais aussi avec les autres civilisations méditerranéennes pour le commerce de chiens de chasse, d'esclaves et des métaux. Initialement, au départ des Cornouailles, région prétanique, les centres de commerce se sont progressivement déplacés vers l'est de l'île. Grâce au nombre de vestiges que le site a laissés, on estime qu'Hengisbury Head, à l'est, en regard de l'île de Wight,
en constitua un pôle vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ce déplacement de l'activité minière vers l'Est pourrait être en relation avec l'évolution de la situation sur le continent. C'est effectivement l'époque où des mouvements germaniques, belges et frisons se font ressentir. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, les îles britanniques restent toujours peuplées des anciens envahisseurs celtiques qui s'étaient imposés aux populations campaniformes préexistantes. Ces peuples celtes sont assez différents d'une région à l'autre. En Irlande, en Écosse et dans l'île de Man, en Galway, les Celtes sont des Gaëls. Au pays de Galles, en Cornouailles et dans le Devon, ce sont des Britons, plutôt apparentés aux Armoricains. Au sud-est de l'Angleterre, ils ont plutôt, selon César, des ressemblances avec les Belges des Pays-Bas. Les sites archéologiques nous font entrevoir une grande différence économique entre les terres hautes et les terres basses. Au sud-est se trouvent les terres basses, les plaines, qui s'étendent sur de grandes zones de terres fertiles, lesquelles ont permis une agriculture très dynamique. Les communications y étaient développées et déjà basées sur un réseau de routes qui reliait différentes zones de l'île. Les plus importantes furent la Via Icknield, qui conduit de Gloucestershire jusqu'à Templeborough via Alcester, Studley, Redrich, Metchleford, Birmingham, Lichfield et Derby. À ce réseau routier s'ajoutaient les cours d'eau navigables comme la Tamise. Par contre, dans les terres hautes, au nord de la ligne Gloucester-Lincoln, le relief rendait les communications plus ardues. L'agriculture y était plus difficile et l'élevage dominait. Dans cette zone, la population habitait des cités fortifiées, contrastant avec les oppidums moins protégés du sud-est de l'île. Les forteresses de ces terres hautes étaient bâties au voisinage des rivières navigables, ce qui prouve l'importance du commerce fluvial en Bretagne. Les fouilles archéologiques attestent que ces sédentaires habitaient là depuis l'âge du bronze, soit entre 2000 et 1500 avant notre ère. Au début de l'âge du fer, entre le 7e et le 6e siècle avant notre ère, les Celtes commencent à occuper les îles britanniques, tout comme ils avaient envahi le reste de l'Europe occidentale. Outre l'île d'Irlande, ils finirent par s'installer dans toute la Grande-Bretagne au cours du IIe siècle. Au moyen de charrues en métal, les Celtes cultivaient les sols et les vallées. Leurs armes en fer et leurs chariots de guerre à 2 roues tirés par des chevaux leur permirent de soumettre les autochtones ibériques et d'absorber leur civilisation. Leurs prêtres, les druides, occupaient une position dominante dans la société. Les peuples celtes étaient fort nombreux et diversifiés. On en dénombre 24. Chacun de ces peuples, eux-mêmes divisés en plusieurs tribus, parlait sa langue celtique respective. L'intercompréhension devait être relativement aisée de proche en proche, mais plus difficile au fur et à mesure que les tribus vivaient éloignées les unes des autres. Par exemple, les Calédoniens, qui vivaient à l'extrême nord, comprenaient certainement moins les Celtes du sud tels que les Dumnoni. On sait que les Celtes de Bretagne pouvaient comprendre certains Celtes de la Gaule comme les Calettes, les Ossismi, les Vénètes ou les Carnutes. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, des itinéraires réguliers sont établis entre la Bretagne et la Méditerranée, et des marchands gaulois, les Vénètes d'Armorique en particulier, servaient d'intermédiaires. Bien que des passerelles commerciales existaient aussi avec la Gaule du Nord. Les échanges commerciaux avec Rome se développèrent dès la conquête romaine sur le continent de la Gaule narbonnaise en -124. Les commerçants de la Narbonnaise lancèrent le commerce du vin italien vers la Bretagne via l'Armorique. De Marseille, on remontait le Rhône jusqu'à Lugdunum, puis on transbordait sur la Loire que l'on suivait jusqu'à son estuaire à Nantes. À Nantes,
les Vénètes embarquaient les marchandises sur l'océan, ils contournaient la pointe du Finistère et traversaient la Manche pour aller accoster en Cornouailles et en sens inverse pour le retour. Une petite aparté sur les Vénètes de Gaule. Ce peuple gallois est connu à travers les mentions de Jules César dans ses commentaires sur la guerre des Gaules. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, il réside dans ce qui est aujourd'hui le département du Morbihan. Ce peuple a donné son nom à la ville de Vannes. Les Vénètes ont parfois été alliés avec la Confédération armoricaine, bien que Jules César ne les intègre pas dans sa liste des peuples d'Armorique. Avant l'invasion romaine, ils étaient en concurrence sur le plan commercial et militaire avec les Pictons, situés plus au sud. Il fallait maîtriser l'embouchure de la Loire, seul débouché de la principale route de l'Étain vers le Rhône et donc le sud de l'Europe. Et donc, la source de la puissance des Vénètes résida dans le contrôle du commerce de l'Étain. Pour cela, ils durent évincer les Pictons de la côte atlantique. Les Vénètes étaient également en conflit avec la Confédération armoricaine du Nord, principale province détentrice de mines d'étain depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'étaient également de grands producteurs de sel, comme l'ont été plus tard les Francs, que pour la cause on nommait Saliens. Leur domination maritime était suffisamment puissante pour leur occasionner de nombreux ennemis, notamment leurs voisins du sud, les Pictons. César utilisera habilement ses ennemis pour construire la flotte qui permettra de les vaincre. Leur défaite face à César les amènera près de leur anéantissement. Massacre de leur sénat, interdiction de produire du sel, destruction de leur industrie, réduction territoriale au profit de leurs voisins. César renforcera tous leurs voisins à leur détriment. Il semble aussi que César y ait trouvé la plus grande source de son enrichissement personnel en Gaule, par la mise en esclavage d'un très grand nombre de prisonniers revendus en Italie. Pour situer l'origine des Vénètes, Martinet fait l'hypothèse suivante. Les Vénètes, peuple de langue indo-européenne, étaient localisés vers la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ et le début du 2e millénaire avant Jésus-Christ, aux environs de la Pologne actuelle. À cette époque, les dialectes qui allaient donner naissance aux langues celtiques, italiques, germaniques et slaves devaient être encore largement intercompréhensibles. Une partie des Vénètes a dû suivre vers l'ouest les Celtes pour finalement être complètement celtisés, alors que d'autres étaient entraînés vers le sud dans le sillage des Italiotes et deviendront les Vénètes de Vénétie ou Vénitiens, dont ils subiront également l'influence linguistique. Enfin, certains restèrent sur place en Pologne, où ils se sont probablement progressivement germanisés avant de subir la pression des Slaves, avec lesquels ils finiront par se fondre au 5e siècle après Jésus-Christ. Les Germains continueront de désigner leurs voisins du sud-est, qui sont maintenant des Slaves, par le nom de Wendes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors, que faut-il en retenir? Premièrement, au cours du néolithique, la civilisation qui précède celle campaniforme peut se rendre en Bretagne à pied grâce à l'existence du Doggerland. Après la disparition du Doggerland, les populations locales se retrouvent isolées de celles du continent. Deuxièmement, au moment de l'apparition de la civilisation campaniforme au 5e millénaire, le pas de Calais est constitué. Les gens de cette civilisation se rendent donc en Bretagne par des moyens de navigation. Ce sont eux qui édifièrent les monuments mégalithiques. Troisièmement, les échanges commerciaux sont intenses avec le continent avec l'exportation du minerai du bronze. Et une aristocratie locale se met alors en place. Quatrièmement, le 1er millénaire voit sur le continent l'émergence de la civilisation celtique de l'Alstat, guerrière et armée d'armures et d'armes en bronze, alors que dans l'île, le développement de la métallurgie du bronze est inexistant. Quelques Belges et Frisons en profitent pour s'installer dans le sud-est de l'île. Cinquièmement, la civilisation celtique de l'Athènes qui suit celle de l'Alstat est beaucoup plus guerrière,
Ces armes sont en fer. On peut considérer que ces Celtes sont à présent des Gaulois. Ce sont eux qui vont coloniser l'île de Bretagne dans le IIe siècle avant Jésus-Christ, l'invasion se faisant par la péninsule ibérique via l'Irlande. Sixièmement, les Vénètes en armorique et les Pictons sur la rive sud de la Loire sont les deux principaux peuples gaulois qui tirent profit du commerce avec l'île de Bretagne au 1er siècle avant Jésus-Christ. Certains Pictons vont même aller s'installer en Calédonie, actuelle Écosse, via l'Irlande, et deviendront plus tard des adversaires redoutables pour les Britto-romains. Enfin, septièmement, la stratégie de César au moment de sa conquête de la Gaule sera de favoriser les Pictons aux dépens des Vénètes dont il jalouse la supériorité maritime, mais aussi parce qu'il veut se défaire d'un concurrent commercial vis-à-vis des ressources de l'île de Bretagne, dont il voit bien combien elles semblent importantes au vu du train de vie de ces marchands. Nous verrons dans la prochaine vidéo comment César s'y est pris pour installer une clientèle bretonne au profit de Rome. Bonne continuation à tous les passionnés de Britannia et rendez-vous dans la prochaine vidéo.